Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Off Investigation. Aujourd'hui, je vais vous parler des enquêtes menées sur le multimilliardaire Bernard Arnault. On va essayer de comprendre pourquoi, après tant d'affaires judiciaires et de magouilles, il garde tout son pouvoir et entretient un mythe autour de lui et de son groupe LVMH. Pourquoi est-ce si difficile d'enquêter sur Bernard Arnault ? Bernard Arnault, c'est le patron du groupe de luxe LVMH. Il est connu pour être l'homme le plus riche de France depuis 20 ans et un des plus riches du monde. Il a d'ailleurs été l'homme le plus riche du monde en 2023, mais a été dépassé depuis par ses petits camarades. Et pour certains médias, ça, c'était terrible. Il y a certains journalistes, ils étaient au fond du trou. C'est vrai qu'il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres, Nicolas. Ce matin, Bernard Arnault se réveille en n'étant plus l'homme le plus riche du monde. Ah, je ne souhaite à personne de vivre des matinées pareilles. Bon, en gros, la fortune de Bernard Arnault varie beaucoup, mais serait estimée à 190 milliards d'euros pour l'année 2024, selon le magazine Challenge. C'est une somme indécente, ça représente des millions d'années de SMIC. Mais bref, continuons. D'habitude, Challenge fait le classement annuel des 500 plus grandes fortunes françaises et met en une de son journal la photo du champion numéro 1. Sauf que cette fois, ça ne sera pas le cas, comme on pouvait le lire dans Street Press en juillet 2024. Pour la première fois en 15 ans, aucun milliardaire n'apparaît en une de ce classement annuel des 500 plus grandes fortunes françaises. Cause du malaise, celui qui devait apparaître en couverture aux côtés de ses enfants pour illustrer un dossier sur les héritiers s'appelle Bernard Arnault. Le même Bernard Arnault qui a acquis il y a 3 ans 40% de Challenge et qui depuis renfloue régulièrement ses caisses. Bernard Arnault a investi dans Challenge pour pouvoir peser sur les décisions de l'actionnaire majoritaire du journal, Claude Perdriel, parce qu'il voulait justement pouvoir contrôler ce qu'on y montrait ou ce qu'on ne montrait pas. Il est très attentif à son image et pour pouvoir avoir la main sur tout ce qu'on dit de lui, de son groupe ou de sa famille, il cherche à manipuler la presse depuis longtemps. Sa vie est une succession d'héritages, de coups tordus, de procès, d'affaires, d'évasion fiscale, etc. Pourtant, il y a toute une légende autour de lui, comme s'il était un modèle de réussite à la française, un produit de la méritocratie. Il faut créer une histoire autour des grands patrons, le mythe du créateur, de l'entrepreneur. Il serait une chance pour la France. Heureusement qu'il y a les Bernard Arnault dans ce pays. C'est pas la question n'est pas. Non mais on peut rester entre nous, entre pauvres. On va rester entre pauvres, mais alors là on va crever la dalle. Oui. Heureusement qu'il y a des entrepreneurs. Je trouve qu'en fait, s'il y avait plus de Bernard Arnault, je pense que la France irait mieux. C'est au fond ce que je pense. Les seuls journaux qui peuvent se permettre de chercher la vérité sur le personnage et son empire sont ceux qu'il n'a pas rachetés ou qui échappent à la force de frappe publicitaire de ses nombreuses marques de luxe, et malheureusement, il n'en a pas beaucoup. Voilà donc une des raisons qui fait que c'est si dur d'enquêter sur un milliardaire. Aujourd'hui, on parle de Bernard Arnault car c'est un symbole, mais c'est le cas pour la plupart des autres. Actuellement, il est propriétaire de Paris Match, Les Échos, Radio Classique ou encore Le Parisien. Prenons ce dernier pour exemple. La rédaction du Parisien constate l'influence que peut avoir Bernard Arnault sur leur journal. Il n'y est pas critiqué, ni lui, ni ses proches. La ligne éditoriale doit rester à son goût, c'est-à-dire ultra-libérale, et on peut même parfois voir son groupe mis en avant subtilement à la une du journal. Mais bien sûr, si on lui pose la question, lui, il se présente comme un généreux mécène et dit ne pas exercer d'influence sur les lignes éditoriales. C'est en tout cas ce qu'il déclarait lors de l'audition des actionnaires des principaux médias par une commission d'enquête du Sénat de 2022. Je sais bien qu'il y a une opinion générale qui est de dire les investisseurs dans la presse sont des hommes de médias qui veulent intervenir, mais dans quel but? En ce qui nous concerne, on ne voit pas l'objectif. Plus tard, en 2023, ce sont les journalistes des Échos qui ont eu droit à un changement de directeur de la rédaction directement par l'intervention de Bernard Arnault. Nicolas Barré, qui était en place depuis 2013, a dû partir suite à des articles qui auraient déplu aux milliardaires et il a été remplacé par Christophe Jacubizine. Bon, là, on pourrait quand même se dire que nos politiques, s'ils ont encore un peu de pouvoir, pourraient intervenir. Le problème, c'est que Bernard Arnault fait en sorte d'être toujours très proche des dirigeants du pays, et notamment de nos chefs d'État qui entretiennent cette relation. Il était par exemple invité au mariage de Nicolas Sarkozy, ou à la fameuse soirée au Fouquet's, le soir de sa victoire présidentielle en 2007. L'amitié du milliardaire avec le couple Macron n'est plus à démontrer, les deux familles, Arnault et Macron, servent leurs intérêts, se rendent mutuellement service par de l'argent, de la reconnaissance, du pouvoir, des arrangements, de la communication. Bref, c'est un gros dossier. L'Institut des vocations pour l'emploi ouvre ses portes en présence de sa présidente Brigitte Macron et Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH qui finance l'association. Emmanuel Macron a remis hier la plus haute distinction de la République à Bernard Arnault, le patron de LVMH. Il a été fait grand croix de la Légion d'honneur. Et encore, je ne vous parle pas du nombre de fois où l'État s'est mis au service de Bernard Arnault, quitte à modifier des lois ou carrément les mépriser. On sait donc qu'il a une grande influence sur la politique et que c'est lui, entre autres, qui va conseiller le gouvernement
en exprimant ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Genre, la victoire du nouveau Front Populaire, ça lui a glacé le sang. Le Nouvel Obs a sorti une enquête le 30 octobre 2024 démontrant que Bernard Arnault a fait pression pour que ne soit surtout pas nommé un gouvernement de gauche. Alors lui, il dit qu'il ne fait pas de politique, mais il ne fait que ça. Donc on pouvait lire que le couple Macron, le couple Sarkozy et le couple Arnault ont déjeuné ensemble pendant leurs vacances. Alors on dirait le début d'une mauvaise blague, mais attendez, c'est pas fini. La discussion a tourné autour du nom du futur Premier ministre, et dites-vous que celui que voulait Bernard Arnault, c'était Gérald Darmanin. Pour une fois, Macron ne l'a pas écouté, mais il lui a mis Michel Barnier, un homme de droite. Il a suffi que ce nouveau Premier ministre prononce les mots « justice fiscale » et notre multimilliardaire aurait fait une crise de panique. Vous vous rendez compte du niveau de fragilité ? Il a fait savoir ses inquiétudes au président de la République. Son inquiétude principale, c'était à l'époque la possibilité d'une victoire de la gauche, du nouveau Front Populaire, qui le terrorise. Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui a intériorisé depuis très longtemps une inquiétude qui est commune à beaucoup de patrons, mais qui chez lui est vraiment viscérale, de la peur d'une accession au pouvoir de la gauche. Ce n'est pas la première fois que Bernard Arnault est affolé par un programme de gauche. Déjà, à l'élection de Mitterrand, il s'était tiré aux États-Unis. Pourtant, quand la gauche a été au pouvoir, elle a bien pris soin de lui. Sous Mitterrand, il a eu droit de reprendre le groupe Boussac, à la condition de maintenir les emplois, ce qu'il n'a pas respecté. Il a fait fermer des usines les unes après les autres, sans aucune sanction pour le groupe qui n'a pas tenu ses engagements. Quand François Hollande a été élu président en 2012, Bernard Arnault a cherché à prendre la nationalité belge par peur de la fiscalité. Très vite, le président socialiste l'a rassuré en prenant des mesures favorables aux entreprises. Et puis, tiens, François Hollande, l'ennemi de la finance. Voilà comment il avait présenté la fondation Louis Vuitton, la fondation d'entreprise créée par LVMH pour réduire encore ses impôts et s'offrir une belle publicité. Oui, parce que LV dans LVMH, ça veut dire Louis Vuitton. Voilà pourquoi ce qui se passe ici, c'est plus qu'un fantastique musée. C'est un morceau d'humanité qui montre à tous que le rêve peut, à force de génie et de volonté, devenir réalité. Et certains socialistes ont voulu maintenir cette belle amitié avec Bernard Arnault. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'Anne Hidalgo lui a littéralement offert la ville de Paris. Privatisation de monuments historiques pour ses marques, le grand show des JO, le grand show de Notre-Dame. On est devenu le pays sponsorisé par LVMH à l'international. Ah, pour rayonner, ça rayonne. Il faut aussi dire que, bien sûr, le groupe et Bernard Arnault a ses entrées à la mairie de Paris, que Anne Hidalgo, la maire, l'écoute avec attention. On le sait, n'hésite pas à l'appeler si des articles sont trop défavorables dans Le Parisien qui appartient au groupe. Bernard Arnault a tellement manipulé son monde qu'il y a forcément des histoires qui sortent dans les journaux. Et posséder des médias, ce n'est pas suffisant pour empêcher qu'il y ait des critiques sur lui ou son groupe. La liberté d'expression, ça l'agace. Alors, il va utiliser plein d'autres stratégies pour contrôler la presse. L'une d'elles, assez récente, est de participer au rachat d'une école de journalistes, histoire de contrôler tout ça dès le début. Un autre levier de pouvoir, ce sont les financements de la presse par des publicités, comme pour le journal Le Monde ou Le Figaro. En 2012, lorsque Bernard Arnault demandait la nationalité belge, pour très probablement faire de l'exil fiscal, le journal Libération avait fait sa une sur le sujet avec ce titre en référence à Sarkozy. « Casse-toi, riche con ». Le patron de LVMH porte plainte contre le journal, mais surtout, il fait retirer ses campagnes publicitaires. Ce qui a provoqué des conséquences économiques très lourdes pour Libération. Le journal Le Monde en a aussi fait les frais en 2017, lorsque des articles sont sortis sur l'implication de Bernard Arnault dans l'affaire des Paradise Papers, révélant qu'il avait recours à des paradis fiscaux. Le canard enchaîné avait expliqué que le journal Le Monde avait alors été privé de publicité pour une certaine période, provoquant un manque à gagner de 600 000 €. Pour ce qui est de la télévision, il faut dire qu'il évite d'y aller. Mais quand il s'agit de venir pour parler de sa réussite, il lui arrive d'accepter. Et en écoutant la complaisance immense des journalistes de plateau avec lui, on imagine facilement que le monsieur a posé ses conditions avant d'accepter l'entretien. Écoutez par exemple ce qu'il dit aux journalistes de BFM. La force du groupe lui permet, dans ces périodes, de continuer la communication. Ce qui doit faire plaisir à BFM notamment, et avec des annonces, etc. Voilà, vous êtes quand même bien content qu'on vous fasse un chèque pour votre chaîne, alors ne m'agacez pas. Si BFM dépend en partie des publicités de LVMH, eh bien ils ne voudront pas prendre de risques. Après bon, BFM c'est globalement des journalistes qui adorent les milliardaires, donc l'autocensure s'exerce naturellement. Et qui a comblé, qui a permis l'achat ? Bernard Arnault. C'est LVMH. C'est LVMH. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault pour ce chef-d'œuvre qui arrive au musée d'Orsay ? C'est un problème que des biens communs comme des œuvres aussi inestables. Merci Bernard Arnault. Non, mais c'est pas la question. Et d'ailleurs, la famille Arnault n'accepte pas le moindre reproche. Il voudrait n'être qu'adulé, comme l'exprime souvent Bernard, mais aussi son fils, Antoine Arnault, qui a été responsable de la communication et de l'image de LVMH. Ça vous agace parfois d'entendre certaines critiques sur LVMH, sur le groupe, vous, l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois en France ? C'est pas très agréable, et c'est vrai que c'est parfois contre-intuitif. Quand on est en Italie avec la famille Agnelli, par exemple,
Les gens leur font des pouces dans la rue. De la Fiat et de la Ferrari. Les gens leur font des pouces dans la rue, viennent faire des selfies avec eux, leur taper dans l'épaule. Donc on a une famille qui ne supporte pas la critique et ne s'exprime dans les médias que pour mettre en avant l'image de la boîte, mais surtout du patriarche. L'image donnée doit être celle d'un bâtisseur, d'un créateur, d'un passionné d'art. Bref, hors de question d'aborder les sujets fiscaux ou ce genre de conneries. Une fois, il s'est fait interroger sur le sujet. Il y a un sujet qui le rend très irritable, sa feuille d'impôt. Vous pouvez demander au fisc français, appelez Bercy, j'ai toujours payé 100% de mes impôts en France. Impossible de savoir combien le contribuable Arnaud paye d'impôts. Ah, je vous avais dit qu'il était susceptible. Heureusement pour lui, ça c'était une exception. Autrement, ça se passe très bien d'habitude. Il pose ses conditions et tout se déroule comme il le souhaite. Comme dans cette émission de 2016 avec Léa Salamé, qui avait été fortement critiquée car elle était très complaisante avec lui. La mentalité, vous l'avez vu depuis quelques années, est un peu anti-entreprise. Et quand en plus une entreprise réussit, qu'elle se développe mondialement, et qu'elle embauche du personnel en France, ça c'est pas normal. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Oui, mais je parle pas de vous. Tout le monde a critiqué Léa Salamé, mais il suffit de regarder les interviews qui sont faites de lui ailleurs, ou de son fils Antoine Arnaud. Autant sur les chaînes privées que sur les chaînes publiques, les journalistes frétillent et cherchent à les faire parler de leur personnalité, leurs goûts, leurs ambitions, leurs sentiments, les rendre humains finalement. Et ils jouent le jeu, quitte à mentir, et qui viendra les corriger? C'est important ce que vous dites, vous avez employé le mot fierté parce que le luxe est aussi l'artisanat de très haute qualité. Vous avez rappelé le nombre d'emplois créés, on peut parler aussi des importantes recettes fiscales, d'un montant conséquent des exportations, mais aussi un art de vivre à la française. On l'oublie un petit peu. Comme vous le soulignez, nous sommes de très bons citoyens puisque le groupe LVMH est le premier contributeur à l'impôt sur les sociétés en France, de très loin. Ça se passe tellement bien pour eux qu'il leur arrive de remercier les journalistes à l'antenne d'avoir rappelé leurs bons chiffres par exemple, ou entretenu l'idée qu'ils créent de l'emploi dans le pays. Pourquoi les journalistes ne parlent ni de licenciement ni d'évasion fiscale? Alors tout de même, suite à une enquête de Cash Investigation en 2018 qui dénonçait de l'exploitation et de la maltraitance de travailleurs liés au groupe LVMH, Anne-Elisabeth Lemoine a eu l'occasion d'interroger le fils Arnaud sur le sujet. Et voici ce qu'il pense des émissions d'enquête. Le scénario est écrit à l'avance. Donc c'est difficile pour nous d'y aller en sachant qu'on va perdre. Donc ils ont cherché une image avec nous, ils ne l'ont pas eue. Ils se sont retrouvés ensuite dans le hall d'accueil de notre siège social à harceler une jeune fille à l'accueil, des vigiles, qui, vous le pensez bien, sont briefés. Et s'ils voient Élise Lucet, ils ont bien sûr ordre de sourire et d'absolument... Ah oui, c'est une consigne. Surtout pas la brutaliser. Oui, bah encore heureux. Alors oui, il y a beaucoup de pression dans les rédactions, mais il y a aussi une autre forme de soumission. Par exemple, lors d'une table ronde pour Mediapart en novembre 2024, la journaliste Astrid Wendland, qui travaille pour un média spécialisé dans la mode nommé Mistweed, évoquait des cadeaux de luxe faits aux journalistes vedettes lors d'événements où ils sont invités. Et j'ai vu, moi, plein de journalistes accumuler des sacs, des montres, des bijoux donnés par les marques de luxe de LVMH, mais d'autres aussi. Et on nous invite comme ça, sous le manteau, venez, je viens vendre tout ça. Donc ce sont des journalistes qui se font pas mal d'argent. Vous croyez que ces gens, ils vont critiquer la marque qui leur a donné un sac ou une montre à 50 000 €? Je ne pense pas. Et puis quand il y a des journalistes qui ne se laissent pas corrompre ou intimider, il est prêt à employer d'autres méthodes, plus brutales, plus illégales. En ce moment se déroule le procès de Bernard Squarcini, l'ancien directeur du renseignement intérieur qui a effectué des missions pour le groupe LVMH. Squarcini, encore en poste, aurait mené une surveillance au profit des intérêts personnels d'Arnaud grâce à des moyens d'État. Passé dans le privé, le même se serait occupé de l'espionnage de François Ruffin, alors journaliste cinéaste, élu député depuis, et de son association Fakir pendant le tournage de Merci Patron. Merci Patron qui suit justement une famille dont les parents ont été licenciés par un sous-traitant du groupe LVMH et qui dénonce les agissements de Bernard Arnault. Le jeudi 28 novembre, le PDG de LVMH était entendu comme témoin lors du procès de l'ancien patron du renseignement intérieur. Ce dernier est soupçonné d'avoir organisé la surveillance du journaliste devenu député au profit du milliardaire. Bernard Arnault finit par se lâcher. Tout ça, c'est de la faute de l'idéologie socialo-marxiste et trotskiste. Oui, Ruffin, c'est un personnage qui lui fait peur. Encore un. Alors décidément, ils sont très angoissés malgré tous ces milliards. Tout ça amène alors à la question, comment Bernard Arnault peut-il contrôler la presse qui est indépendante des revenus publicitaires, sans avoir recours à des méthodes d'espionnage et d'infiltration? Le média La Lettre a révélé le 18 septembre 2024 que Bernard Arnault avait envoyé en personne un mail au mois de janvier destiné au comité exécutif de LVMH. Dans ce mail, il désigne 7 médias considérés comme des sites dits d'investigation qui se servent de l'attrait du public pour le luxe afin d'attirer de manière racoleuse un nouveau lectorat. Il en dresse la liste noire. Parmi les nominés sont
La Lettre, Glitz Paris, Mistweed, L'Informé, Puck, Mediapart et Le Canard enchaîné. Toutes ces publications, à l'exception de Mistweed et Puck, ont pour point commun d'avoir choisi un business model sans soutien publicitaire des grands annonceurs ni organisation d'événements. Et cette indépendance prive nécessairement l'état-major du groupe de luxe de potentiels moyens de pression. Octave Bonneau, le rédacteur en chef du média d'investigation La Lettre, était invité avec d'autres journalistes à la journée spéciale sur Bernard Arnault et son groupe, organisée par Mediapart le 16 novembre 2024. C'est un mail qui est étonnant en fait par son contenu. Parce que Bernard Arnault, qui intervient à la fois comme patron d'un grand groupe français et comme un patron de presse, puisque dans ce mail il se présente comme grand propriétaire de médias, va distinguer en quelque sorte les bons et les mauvais médias. Les bons et les mauvais journalistes. Ce que vous voyez là, c'est le fameux mail que s'est procuré le média La Lettre. On comprend que pour Bernard Arnault, la bonne presse et les bons journalistes sont ceux qui mettent en avant son groupe, qui suivent son plan de communication. Les mauvais, ce sont ceux qui cherchent à faire de l'investigation. Ce mail est une menace, puisque si un salarié ou un collaborateur de LVMH venait à s'adresser à un média d'investigation, il risquerait un licenciement. Toute personne qui va parler à ces médias radioactifs fait preuve de déloyauté. On sait que ce terme de déloyauté peut nourrir des procédures en licenciement pour faute grave. Donc il y a un climat un peu comme ça de contrôle, de peur. Donc, soit il possède les médias, soit il les a servis avec des campagnes publicitaires, soit il a recours à la menace et à la surveillance. C'est quand même une véritable atteinte à la liberté d'expression et d'un grand mépris envers le travail de journaliste. Bernard Arnault a beau sembler surpuissant et intouchable, c'est quelqu'un de très fébrile, très susceptible, très apeuré aussi. Il a peur que la gauche lui demande de partager les richesses, il a peur que des politiques ne soient plus à son service, et il a peur des journalistes qui voudraient s'intéresser à ses affaires. Et ce, malgré son immense pouvoir d'influence dans le monde politique, médiatique et judiciaire. Les livres que je vous recommanderai ce mois-ci ne parlent pas du personnage de Bernard Arnault. D'abord parce que je n'ai pas trouvé de livres sérieux ou critiques à son sujet qui ont moins de 20 ans. On doit d'ailleurs s'interroger sur cette absence très étrange de bouquins concernant l'homme le plus riche du pays, voire du monde. C'est dû à la frilosité des maisons d'édition et aux pressions immenses exercées sur les auteurs. Ceux qui ont essayé en ont fait les frais. Ce fut le cas du journaliste Herry Routier, à l'époque rédacteur en chef du Nouvel Observateur, qui avait publié en 2003 un livre appelé « L'ange exterminateur, la vraie vie de Bernard Arnault ». Il avait été invité dans l'émission de France 2, Tout le monde en parle, à l'occasion de la sortie du livre, et explique avoir eu beaucoup moins après la diffusion de cette émission, en avril 2003, Bernard Arnault a attaqué le livre et son éditeur Albin Michel pour diffamation et injure. Le tribunal de grande instance de Paris condamne le journaliste et l'éditeur à verser 7 000 € à Bernard Arnault pour diffamation. Ce dernier réclamait 100 000 €. Donc trouver des livres d'enquête sur le multimilliardaire, ce n'est pas simple. Et puis surtout, on s'en fout un peu de Bernard Arnault. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'il représente. Je me suis dit que j'allais vous parler de livres de sciences sociales et pas de journalisme cette fois. Des livres que je considère importants pour cerner les sujets qui concernent des personnages comme Bernard Arnault. D'abord, l'excellent livre de Pierre Lascoum et Karla Nagels, dont je parle très régulièrement, Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique. Et ensuite, un livre que je vous recommande vraiment, Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, d'Anthony Galuzzo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don régulier à Off Investigation, ça nous permet de faire vivre des émissions comme celle-ci, mais surtout de mener nos propres enquêtes en toute indépendance et sans craindre la pression exercée par les milliardaires. Merci beaucoup.